Bonjour, je m'appelle Hamzat Boukari Yabara, je suis historien, je suis notamment l'auteur de ce livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme, publié aux éditions La Découverte. L'histoire de l'écriture de ce livre, c'est une longue histoire. C'est un premier manuscrit que j'avais commencé à écrire autour de l'année 2012, que j'avais envoyé à plusieurs éditeurs, deux éditeurs, l'un d'entre eux a été intéressé, donc c'était La Découverte, qui m'a demandé d'en faire une version beaucoup plus développée. Et donc je me suis mis à écrire sur cette histoire-là, qui est une histoire que j'avais déjà étudiée durant mes travaux de recherche, mes travaux de thèse, puis également dans le cadre de mon engagement militant. Et donc j'ai dû préparer une chronologie de l'histoire du panafricanisme, identifier des personnages qui sont fondamentaux pour comprendre cette histoire, également les moments clés, pour ensuite construire un livre en trois grandes parties qui sont chacune composées de 8 parties pour les deux premières et 6 parties pour la dernière partie. Ce léger déséquilibre, il est lié au fait que l'histoire du panafricanisme est une histoire qui est encore, bien évidemment, d'actualité, et que lorsque je termine, par exemple, ce livre sur Kadhafi, Obama, Mbeki, on est dans les années 2013-2014, et on sent qu'il va y avoir un renouveau du panafricanisme. Et donc l'intérêt de cet ouvrage, je dirais, c'est de raccrocher l'actualité de ce que l'on entend sur le panafricanisme, qui est parfois totalement désordonné et sans lien avec ce qu'est réellement le panafricanisme, avec des éléments de référence historiques, historiographiques et scientifiques pour que l'on puisse comprendre d'où vient ce mouvement, dans quelles conditions il est né, quelles sont les victoires qu'il a remportées et quels sont aussi les échecs qu'il a connus. Et donc je retrace cette histoire depuis en fait la période de la résistance née dans les Amériques, puisque le panafricanisme est né dans la diaspora, donc avec l'indépendance d'Haïti à la suite de la Révolution, puis ensuite la mise en place de différents mouvements, notamment les mouvements de retour. Donc vous trouverez 2 chapitres sur Marcus Garvey, qui est partisan du Back to Africa. Vous en trouverez également 2 autres sur celui qui est présenté un peu comme le rival de Garvey, qui est W.E.B. Du Bois. Et ensuite, dans la seconde partie, celle qui est centrale, qui pose la question non plus du Back to Africa, mais de l'Afrique aux Africains, vous avez 2 chapitres sur Kwame Nkrumah, notamment mon préféré, donc c'est L'étoile noire qui brille sur Accra, c'est le chapitre 10, qui raconte comment Kwame Nkrumah ramène le panafricanisme sur le continent africain et utilise cette idéologie pour prendre le pouvoir et pour faire du Ghana le point de départ de la libération et de l'unification du continent africain. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres chapitres. On voit notamment Malcolm X et Frantz Fanon qui se tournent vers l'Afrique. On voit comment, à partir de l'action de Kwame Nkrumah, toute une diaspora se tourne vers le continent africain et comprend que sa libération partout dans le monde est liée à la libération du continent africain. Et donc le second chapitre, il est lié à cette histoire. Il croise en fait les destins des fils et filles du continent avec ceux de la diaspora. Et il résonne bien évidemment avec l'actualité, puisque nous sommes en pleine période de mobilisation contre les violences faites aux Noirs un peu partout dans le monde. Et on voit en fait comment cette histoire du panafricanisme peut servir de référence pour les défis que nous avons à affronter aujourd'hui. Enfin, la troisième partie, qui là est beaucoup plus courte, elle ne comporte que 6 chapitres, elle est la plus difficile à écrire puisque, comme je le disais, le panafricanisme est une histoire qui se fait, c'est une histoire vagabonde et c'est une histoire qui est en cours, et il ne fallait pas donner l'impression que cette histoire est un échec. Et beaucoup de personnes ont assimilé la guerre de Libye et donc l'assassinat de Kadhafi, également les trahisons entre guillemets de Barack Obama, à une forme de défaite et d'échec du panafricanisme. Ce qui n'est pas du tout mon point de vue. Mais pour cela, il faut comprendre en fait quels sont les enjeux et les intérêts des personnages. Et donc dans ce dernier chapitre, c'est pour cela qu'il s'intitule un peu différemment des 2 précédents, qui étaient centrés sur donc cette idée d'une part de Back to Africa pour le premier et de Africa for Africans pour le second. Donc dans cette troisième grande partie, j'utilise ce mot d'ordre très important, don't agonize, organize, qui veut dire ne vous laissez pas abattre, ne vous tourmentez pas, mais organisez-vous, pour dire qu'il ne faut pas se laisser dépasser par une actualité qui souvent nous submerge d'émotions
que cela soit les vidéos de l'esclavage en Libye, que cela soit la vidéo de 8 minutes 46 où on voit la mort de George Floyd en direct. Il ne faut pas se laisser submerger par les émotions, il faut reprendre le contrôle de notre destin et pour cela on a besoin de s'organiser. Et donc dans cette dernière partie, j'évoque les espoirs et les désillusions du panafricanisme et je termine par un épilogue qui emprunte une citation d'Amilcar Cabral, qui est avec Thomas Sankara, Walter Rodney et bien d'autres personnages, une des figures centrales du panafricanisme, qui est celle-ci, tout simplement, ne criez pas trop vite victoire. Parce que malheureusement, nous avons aussi beaucoup de personnes qui s'inscrivent ou qui prétendent s'inscrire dans ce panafricanisme-là et qui ont souvent trop tendance à présenter des victoires qui n'en sont pas. Et donc je pense que l'un des enseignements de cet ouvrage, c'est qu'il ne faut pas trop vite crier victoire. Et comme je le conclus en citant également Aimé Césaire, il faut se remettre au travail face à la situation coloniale, semi-coloniale ou paracoloniale, et comprendre que c'est en maîtrisant des éléments de son passé, en approfondissant son passé, donc l'histoire du panafricanisme, que l'on peut trouver de nouvelles pistes pour le futur. Donc cet ouvrage est à la fois un livre d'histoire qui n'est pas issu d'une thèse, c'est également un essai historique et c'est bien évidemment un livre engagé sur l'histoire du panafricanisme.